Hello mon cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler de négociation de prêt immobilier. Je vais te montrer 5 techniques pour négocier ton prêt immobilier lorsque tu as déjà beaucoup d'encours comme moi. Je suis monté à 2 millions, là je suis redescendu à 1,5 million. Je vais t'expliquer tout ça lors de cette vidéo. On va voir 5 techniques pour négocier le financement d'un futur bien immobilier, 5 techniques et même une 6e que je vais te mentionner à la fin, qui est le petit bonus. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant ça, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à cette nouvelle chaîne. On va voir là où je me trouve. Dans la ville en fait où j'ai mes partenaires, mes banques historiques. C'était l'ancienne ville où je bossais, où je passais le 3/4 de mon temps. Avant, je partais entre midi et 2, tu vois, courir là au bord de la Garonne. Et en arrivant, j'ai encore croisé mes anciens collègues. Du coup, c'est bien, on échange un petit peu. Certains n'ont pas changé, sont toujours dans leur situation à se plaindre. C'est même pire qu'est-ce que ça a été avant avec Covid. Je t'explique pas quand ils sont à la cantine à manger, même plus face à face avec des tables séparées. C'est vraiment très glauque. Mais ils n'ont pas bougé d'un pet. Ils en sont toujours à se plaindre et ça leur appartient à eux. C'est que du coup, ils supportent et ils veulent faire avec. Certains sont déjà partis et sont aussi en train de passer à l'action. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc du coup, si tu vois passer un petit coureur derrière et qui me fait signe, c'est peut-être pour ça. Bref. Tout ça pour te dire 5 techniques pour avoir ton financement en 2021 alors que les conditions bancaires sont de plus en plus compliquées pour obtenir du financement et surtout si tu te retrouves comme moi avec un certain volume d'encours. En fait, voilà, moi je suis monté à 2 millions, je suis redescendu parce qu'on a vendu l'ARP. Je t'ai fait une autre vidéo sur cette chaîne, tu peux voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'ARP pour se faire du gros cash flow, plus de 100 000 euros de plus-value, pardon, pas de cash flow, 100 000 euros de plus-value, tu as la vidéo, regarde sur la chaîne. Moi, je suis redescendu à 1,5 million. Là, il me reste 1,5 million d'encours pour une valeur bien supérieure, estimative. Voilà, on peut aller à 3 millions, on peut aller à 2,5 millions. Ça se négocie, ça se valorise. C'est des discussions qu'il faut prendre avec le banquier là aussi. Du coup, première de ces techniques, c'est quoi? Bon, tu t'en doutes, on va y aller crescendo. La première, elle n'est pas exceptionnelle parce que du coup, évidemment que quand tu arrives à avoir 1,5 million d'encours, oublie le financement à 110 ou 130%. Tu es obligé de mettre de l'apport. Donc ça, je t'apprends rien. Moi, là, du coup, justement, la résidence principale, l'ancienne coloc que j'ai vue, tu as aussi une autre vidéo sur la chaîne qui t'explique comment est-ce qu'on fait de la plus-value pour le coup avec la revente, non pas de ta résidence principale, mais d'autres biens que si tu les as bien achetés. Ça, je vais l'utiliser dans la négociation pour avoir accès à mon financement. Sachant que j'ai un très mauvais dossier. Je t'ai dit, j'ai déjà pas mal d'encours. J'ai même plus de CDI. Là, je vais revoir mes banques partenaires et dis-toi, ça fait plus de 18 mois que je ne les ai pas vus. Parce que mon dernier projet, en fait, il remonte à 2 ans. Ils ne savent même pas que je ne suis plus salarié dans mon ancienne entreprise qui travaille, qui est située juste à quelques kilomètres d'ici. Donc, ça va être la douche froide pour eux, mais c'est pas grave. J'ai d'autres arguments et je vais te les expliquer après. Donc, l'apport, effectivement, il va de soi que je vais devoir y passer parce que j'ai aussi créé d'autres activités, d'autres sociétés, mais tu le sais, je ne me verse pas de salaire de ces activités-là. Je vis vraiment de mes locations meublées pour le coup. Tout ce qui reste de par les sociétés de formation, etc., je ne l'utilise pas en fait en termes de salaire. Je ne me verse pas de dividendes ni de salaire. Donc du coup, là, j'y vais un peu les mains dans les poches. Fut un temps, j'étais quelque part un petit peu accueilli comme le roi du monde. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. On va voir ce que ça donne. Néanmoins, j'ai préparé, en plus de l'apport que je sais que je vais devoir lâcher, d'autres idées, d'autres arguments que je vais avancer. Du coup, à la première banque qui m'a financé déjà 2 immeubles. Et il y a d'autres banques qui sont situées juste à côté dans les mêmes rues qui m'ont financé d'autres colocs ou d'autres appartements en courte durée. Ils sont tous des banques partenaires, mais concurrents. Ils sont situés un peu dans la même rue, la rue de la soif. Si toi aussi tu es investisseur, tu sais que quand on a soif, c'est qu'on veut du financement. Donc, je vais aller voir la première de ces banques, sachant que du coup, j'ai toujours pas signé le compromis. Je suis vraiment en phase de préparation. Là, le bien, l'offre, elle est réservée. C'est bon en agence, c'est sécurisé. Apport, on va en discuter, il n'y a aucun souci.
Une deuxième de solution, c'est de faire un rachat en fait. C'est-à-dire que si tu me suis, tu sais peut-être au début, il y a 6-7 ans, quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'étais encore cadre dans cette entreprise qui se situe juste là. Je travaillais beaucoup et je ne voulais pas payer d'impôts. Donc du coup, j'avais fait non pas un, mais 2 Pinel. Du coup, ça fait plus de 6 ans, je peux en sortir. Là, l'idée, c'est potentiellement de racheter ces crédits-là en fait. Parce qu'ils sont chez une banque voisine. Donc peut-être que si j'y donne de la sécurité parce qu'elle va racheter d'autres crédits en fait, qui ont eux été amortis et capitalisés, et donc elle se sécurise en ayant une enveloppe quelque part un peu plus confortable avec du coup plus de garantie. On va voir si ça y plaît ou pas. Ça c'est la deuxième des techniques que j'ai dans mes poches. La troisième des techniques, c'est en plus de l'apport de dire je mets de l'argent en ce qu'on appelle nantissement, c'est-à-dire que je bloque de l'argent pour la sécuriser, la bancaire, je veux dire, sur des comptes, par exemple des assurances-vie chez vous. Et là, du coup, elle devrait être aussi plus contente parce que bon, le fait de faire de l'apport, ça va déjà diminuer le risque. Mais si en plus je nantis de l'argent sur ces comptes, ça va encore plus l'amener à croire en mon projet et potentiellement à améliorer mon scoring bancaire. Je t'épargne, je t'ai dit les détails, il y a de l'épargne grâce à de l'achat-revente et de la plus-value que j'ai récupérée, mais il n'y a pas de salaire, il n'y a pas tout ça. Là, du coup, le nantissement, ça me permettrait, je pense, d'améliorer mon scoring. Une autre idée, c'est de la menacer un petit peu, tu vois. C'est-à-dire, on va me faire monter la pression. C'est-à-dire que, voilà, on a déjà 2 prêts ensemble. Là, j'ai revendu la résidence principale, j'ai revendu une coloc, une deuxième coloc. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal d'encours. Il y a quand même pas mal d'épargne au final. Et du coup, ces prêts-là, cette épargne, tu es sûr que tu veux qu'elle reste chez toi? Parce que sinon, bon, je ne suis pas marié, hein. On peut aller voir d'autres banques. Donc, tu vois, ça, c'est encore un autre dialogue. Je ne te dis pas que là, durant cet entretien qui va arriver, je vais déballer tous les arguments. Peut-être que ça va se faire en plusieurs étapes et que celui-là, ça sera le dernier ou l'avant-dernier parce que j'en ai encore quelques autres idées que je vais te partager. Du coup, on verra ce que ça donne si c'est nécessaire pour moi d'arriver à ce stade de menace, entre guillemets. Ensuite, il y a une autre idée, et ça, je vais y en parler. Si jamais elle me dit non au nantissement, si jamais elle me dit non au rachat de mes anciens crédits, parce que ça aussi, ça m'intéresserait, ça peut l'intéresser aussi. Bon, pourquoi ne pas varier les plaisirs et faire, en fait, si tu veux, plusieurs prêts. Alors, plusieurs prêts dans la même banque, pour le coup. Mais je pourrais potentiellement faire un prêt pour l'acquisition immobilière et peut-être un prêt pour les travaux. Et je peux même faire un prêt pour les travaux plus tard ou un prêt pour conso plus tard pour financer des travaux. Ça, c'est des questions que moi je me pose. À partir du moment où tu mets de l'apport, etc., tu sais, tu calcules plus forcément la rentabilité, le cash flow de la même manière. Donc, potentiellement, avoir plus d'intérêt, c'est pas négatif, ça va m'aider à avoir plus de déficit. Si du coup je dois utiliser le prêt travaux ou le prêt conso potentiellement pour financer la réno d'un appartement et qu'on ne me l'accorde pas au prêt initial, mais qu'au final j'arrive à faire la rénovation de mon appartement qui est vide et qu'ensuite je peux le louer, bon, tu vois, il y a des calculs à faire là aussi. Donc je vais y parler aussi de faire des prêts, on va dire, croisés aux différents types de prêts si c'est nécessaire. Et il y a même une autre option, c'est d'aller voir d'autres banques dans lesquelles tu dis, j'ai besoin de… Tu es transparent en disant, ok, je suis en train de faire une acquisition immobilière avec cette banque et on verra ce que ça donne si j'ai besoin de faire un autre prêt travaux dans une banque B ou un autre prêt conso dans une banque en ligne et voir ce que ça donne. Ça, c'est des techniques que j'ai et je vais te faire toutes les vidéos qui suivent pour que tu puisses voir ce que ça donne. D'ailleurs, je te rappelle, dans cette série de vidéos, tu as déjà vu comment est-ce que j'ai trouvé cet immeuble. En fait, c'est une maison que je vais rediviser. C'est pas la première fois que je fais ça. Sur la chaîne, tu as plein de vidéos qui t'expliquent comment faire. Et du coup, tu trouveras en description aussi de cette vidéo une véritable formation, une conférence de plus de 2 heures qui t'explique toutes les étapes que tu dois absolument suivre, les questions que tu vas te poser si tu veux acheter des maisons et les diviser pour les louer en location longue durée, meublée, courte durée ou colocation. Comment tu choisis la ville, comment tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir accès au financement, quel type de travaux tu dois faire, combien de divisions tu dois faire pour que ça soit rentable. Voilà, parce que c'est
plus complexe, mais au final, les risques, ils sont beaucoup plus limités qu'une grosse coloc ou qu'un appartement simplement en courte durée. Et c'est surtout beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace à la revente en termes de cash flow. Voilà, donc ça, tu peux le trouver en description. Voilà, donc du coup, il reste des techniques que je t'ai pas dit, que j'ai toujours dans ma boîte à outils. Alors là, ça, c'est la dernière des techniques. Je vais te l'énoncer, mais je ne vais pas trop la détailler parce qu'elle est complexe. Je ferai une autre vidéo totale sur le sujet, sinon ça serait un peu long. Mais éventuellement, si tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs prêts, le fait de mettre de l'apport, le fait de faire du nantissement, le fait de faire un rachat de mes anciens crédits, le fait de la menacer et disant je vais aller voir la concurrence et je vais débloquer en fait ou migrer mon épargne, faire racheter mes prêts que j'ai chez vous pour mes 2 premiers immeubles par de la concurrence, si tout ça, ça ne marche pas. Bon, j'ai une autre idée. Je te la dis juste là comme ça et on verra dans une autre vidéo les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que c'est que cette autre idée? C'est de dire au final, par exemple, investissements que j'ai déjà fait en Pinel qui me coûtent de l'argent, voilà, par exemple. Pourquoi ne pas les revendre, même à perte, mais je garde du coup le prêt. Je garde le prêt, je récupère du coup de la trésor. Si tu es avec une hypothèque, tu ne peux pas faire ça. Tu dois, le notaire va obligatoirement rembourser l'hypothèque et rembourser la banque et closer l'hypothèque. Par contre, si tu as une société de caution, comme c'est le cas pour moi, je peux. Ça dépend de ton contrat. Il faudra que tu voies dans ton contrat de prêt si tu es obligé de rembourser le prêt si tu revends, du coup, un ancien financement. Mais moi, j'ai cette option-là pour avoir accès à mon financement. Donc voilà, je t'ai donné 5 techniques plus une 6e qu'il faut vraiment prendre avec pincette et je te ferai une autre vidéo sur le sujet pour toujours essayer d'avoir accès à plus de financement et partir sur des machines à cash de plus en plus rentables. Je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu trouveras une véritable formation qui t'expliquera tout pour diviser des maisons, des immeubles et te créer tes véritables machines à cash de façon à les exploiter en courte durée, en colocation, en meublé, à automatiser la gestion de façon à ce que tu puisses gérer tout ça avec le minimum de temps, le minimum d'effort et le minimum d'argent. Et aussi, tu trouveras comment est-ce que tu maximises les revenus de façon à faire un super marketing et que tu loues tout le temps, toute l'année et très cher. Voilà, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et don't forget, whatever you learn today, tomorrow you invest and then you are free forever, my friends. Allez, passe à l'action. Ciao.